Que dira ce soir Donald Trump aux Américains? Rendez-vous est donné au monde pour suivre cette nuit l'allocution du chef de la Maison-Blanche. Nous serons évidemment, nous aussi, en direct dès 3 heures du matin, heure française. Hier soir, le chef de la Maison-Blanche a ouvert la porte à une fin de conflit en Iran, d'ici 2 à 3 semaines, peut-être, selon ses propres mots. Et le président américain se lave les mains des conséquences de son opération, notamment des remous que provoque la fermeture du détroit d'Ormuz sur l'économie mondiale. Porté par les espoirs de désescalade, le cours du baril de pétrole, de Brent, recule ce matin de 5%. Il est depuis remonté au-dessus de la barre des $100. Des indicateurs à prendre, vous l'aurez compris, avec beaucoup de recul. Les prix restant très volatiles, globalement toujours extrêmement élevés. Comment se prémunir face à la crise énergétique que l'on traverse? À quel point faut-il s'inquiéter de la situation? À qui profitent aussi ces hausses faramineuses? On va poser toute cette série de questions à l'invité de l'info du jour, c'est Humayoun Falakchahi. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de l'analyse pétrolière chez Kepler. Avant d'analyser évidemment ces données, ces réactions aussi des marchés, tout le monde n'attend qu'une seule chose. J'avais décidé d'ouvrir là-dessus, c'est l'intervention de Donald Trump, le président américain qui va donc parler aux Américains, mais au reste du monde plus largement d'ici quelques heures. La dernière fois qu'il s'est présenté devant les caméras, c'était pour vous dire ça. Écoutez-le. On leur a donné un sacré coup, on s'est débarrassé d'une bonne partie des fous radicalisés le long du détroit d'Ormuz. Je dirais qu'on partira d'ici 2 semaines, peut-être 2 semaines, peut-être 3. Voilà, il aura suffi que Trump évoque la fin de la guerre, peut-être dans 2 ou 3 semaines, c'est pas la première fois qu'il le fait, pour que les prix sur les marchés fluctuent, repartent à la baisse. Ça nous dit quoi du monde dans lequel on vit aujourd'hui? On assiste à des variations permanentes en fonction de ce que ce simple homme nous dit, en l'occurrence le président des États-Unis. On a le sentiment aujourd'hui que les bourses, de façon totalement décomplexée, ne réagissent plus qu'à cela. Oui, en effet, les marchés financiers, de toute manière, sont un reflet de ce que les acteurs du marché attendent de l'avenir. En général, par exemple, les marchés des actions, ça reflète les bénéfices des entreprises 6 mois dans l'avenir, à l'avance. Donc, en effet, lorsque Donald Trump prend la parole pour souffler le chaud ou le froid sur ce qui se passe actuellement pendant la guerre et dans le conflit, les marchés ils vont avoir tendance à en fait réagir, à penser que peut-être si la guerre s'arrête dans 2-3 semaines, évidemment le prix du pétrole devrait baisser fortement dans les semaines à venir, et donc en fait il réagit dans la minute, puisque c'est véritablement le fait de penser qu'à l'avenir il y aura beaucoup moins de problèmes d'approvisionnement de pétrole. Mais c'est vrai que l'impact qu'a le président américain Donald Trump sur les marchés est considérable. Aujourd'hui, il suffit d'un tweet pour que les marchés passent à la hausse ou à la baisse. Voilà, effectivement, il suffit d'un tweet, sauf que le problème, c'est qu'il parle beaucoup, il tweete beaucoup aussi, à peine réveillé, qu'il envoie 4, 5, enfin, nous on en est témoins, chaque jour aux alentours de midi et demi, on a une dizaine de tweets qui tombent d'un coup. Comment est-ce qu'on s'y retrouve? À un moment donné, les marchés, est-ce qu'ils prennent pas aussi un peu de recul par rapport à tout ça? Je pense que dans une certaine mesure, si, évidemment, on n'est pas sur des marchés qui sont dans l'éventualité où la guerre va s'arrêter coup certain à 100% dans 2 semaines, ou l'inverse. Donc en fait, les acteurs de marché... C'est ça que vous êtes en train de dire. Ils pourraient réagir de façon encore plus radicale, les marchés. Oui, bien sûr. Sinon, on devrait avoir des prix qui seraient encore plus faibles si le marché était certain à 100% que la guerre s'arrêterait dans 2-3 semaines. Donc les acteurs se positionnent en fonction de ce qu'ils estiment être la plus forte possibilité. Et aujourd'hui, ce qui est reflété, en effet, c'est un arrêt de la guerre d'ici fin avril. Il y a une volonté, en tout cas, de croire en la fin de cette guerre et de prendre Trump au mot. C'est comme ça qu'on va résumer la réaction du jour. Oui, après, je pense qu'il faut aussi mesurer la réaction des marchés, puisque Donald Trump a aussi intérêt à ce que les prix du pétrole restent le moins élevés possible pour pouvoir justement continuer la guerre et éventuellement atteindre ses objectifs de guerre. Donc je pense que c'est aussi, évidemment, ces tweets sont aussi là pour rassurer les marchés, pour faire en sorte que la situation ne devienne pas trop catastrophique, et justement afin de lui laisser, je dirais, main libre pour pouvoir continuer l'opération s'il estime que c'est nécessaire. Parce qu'en interne, évidemment, la hausse des prix à la pompe est très impopulaire, pas qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y aura bientôt une échéance électorale. Il est assez sensible à ça. Donald Trump, vous dites apaiser les marchés pour que la situation ne soit pas trop catastrophique. Comment est-ce que vous la qualifiez, vous, aujourd'hui, la situation? Moi, je pense qu'elle est... alors, évidemment, les prix ont monté, mais ça reste relativement contenu
eu égard à l'impact énorme qu'il y a sur le marché physique. On a quand même perdu à peu près 12% de la production mondiale de pétrole. C'est la plus grande crise dans l'histoire du pétrole en termes d'offres. Donc l'Iran d'ailleurs disait avant la guerre, si vous nous attaquez, vous aurez un pétrole à 300-400 $. On n'y est pas. Donc évidemment, on a une hausse qui reste marquée et qui est très impactante pour les économies, notamment fortement consommatrices d'énergie. Donc les États-Unis, l'Asie et l'Europe. Mais on n'est pas non plus dans un scénario totalement catastrophique, ce qu'envisageait l'Iran, ce qu'espérait l'Iran dans cette guerre. Donc je pense que la hausse reste contenue et c'est aussi lié au fait que le marché pétrolier était dans une situation de relative surabondance avant le début de la guerre. Évidemment, ce n'est plus le cas, mais ça a aussi permis de contenir relativement la hausse des prix. Alors, situation contenue, j'entends vos propos. Évidemment, tout dépend de quel côté on se pose aussi, parce que pour les consommateurs, ils ont un sentiment de prix vertigineux avec une flambée réelle des tarifs. Vous évoquiez la situation outre-Atlantique. Le prix de l'essence a atteint là-bas les 4 $ le gallon. Ça fait un peu de moins de 4 € le litre. Ça, c'est du jamais vu aux États-Unis. En France aussi, tout à l'heure, on avait les tarifs du samplon 95 le 10 qui ont, ça y est, franchi de façon globale les 2 € en France le litre. C'est aussi un record. La question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où tout cela peut-il aller? Élément de réponse avec nos confrères de France 2 et on en reparle juste après. Regardez. Un gazole à plus de 2,41 € le litre dans cette station de région parisienne. Mais Stéphanie Gaudin n'a pas le choix. Elle parcourt plus de 300 km par semaine. Ça me coûte à peu près 150 € maintenant. Alors qu'avant, mon plein était peut-être à 80, 90. Surtout que si j'ai pris un diesel, c'est justement parce qu'à la base, c'était moins cher que l'essence. Et là, on est sur un tarif où c'est beaucoup plus cher que l'essence. Des prix records depuis plus de 40 ans. Alors cet automobiliste lève le pied. Sa voiture reste plus souvent au garage. J'essaye de ne pas prendre la voiture tous les jours parce que ça, vu les prix, c'est mieux d'essayer de faire des covoiturages. Ce soir, le litre de gazole coûte en moyenne 2,25 € sur le territoire. Son prix dépend en partie du cours du baril de pétrole, qui lui aussi ne cesse de grimper depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février. Il a atteint aujourd'hui les 110 $ et pourrait même aller jusqu'à 150 $ selon certains experts. Car le Moyen-Orient concentre les plus importantes infrastructures pétrolières au monde. Et avec le conflit, la production a été drastiquement réduite. Moins 59% aux Émirats arabes unis, moins 65% au Koweït et même moins 78% en Irak. Au total, les pertes se chiffrent à 11 600 000 barils de pétrole par jour. Un scénario encore très incertain. Face aux prix toujours élevés à la pompe, Total Energy décide de prolonger le plafonnement de ses tarifs jusqu'au 7 avril. Voilà, la conséquence première finalement de cette guerre qui n'a que 33 jours, c'est la baisse drastique de la production et c'est ça qui pose problème au final. Oui, et c'est surtout parce que la guerre arrive au Moyen-Orient, qui est la première région productrice d'hydrocarbures, pétrole et gaz, ça a eu un impact vraiment énorme sur la production. On a perdu à peu près quasiment 12 millions de barils par jour, ce qui représente 12% de la demande mondiale de pétrole, et c'est une baisse d'à peu près 40% de total de la production de la région par rapport à la situation d'avant-guerre. Donc encore une fois, c'est le plus gros choc pétrolier en termes d'offres dans l'histoire. De l'autre côté, on a aussi vu une baisse de la demande dans la région. Par exemple, certaines raffineries ont été touchées, attaquées par l'Iran. Donc elles ne sont plus en mesure de pouvoir raffiner, de pouvoir être en activité. Donc on a une baisse de la demande dans la région, également due au fait que, évidemment, les Iraniens, mais aussi les autres populations dans la région sont en fait dans une situation où ils voyagent moins, ils restent plus chez eux. Donc il y a beaucoup moins de vols également. Donc on a en fait une baisse mécanique de la demande dans la région. Et puis aussi en Asie, où on a vu une baisse assez forte de la demande, notamment liée au fait que les raffineries ont des stocks de pétrole assez limités. Donc en fait, pour manager ces stocks-là à l'avenir, ils ont préféré d'ores et déjà réduire leur demande. Donc d'un côté, on a perdu 12 millions de barils par jour de production. De l'autre côté, pour le moment, on a perdu à peu près 6 millions de barils par jour. Donc la perte nette en termes de production, elle est plutôt autour de 6 millions de barils par jour, ce qui reste beaucoup.
On entend partout, et on va joindre dans quelques instants Siavash Ghazi pour voir ce qui se passe au niveau du détroit d'Ormuz, mais c'est l'approvisionnement, les problèmes d'approvisionnement. On est déjà dedans, ça pourrait durer, et c'est ça qui fait peur aujourd'hui aux États. Oui, parce qu'il y a vraiment pas véritablement de solution de repli, d'alternative par rapport au détroit d'Ormuz, par lequel transitait avant la guerre à peu près 16% du pétrole brut mondial. Donc l'Arabie Saoudite, les Émirats ont la possibilité, via un oléoduc chacun, de pouvoir continuer à exporter vers les marchés, mais ça reste moins que ce qu'ils exportaient auparavant par le détroit d'Ormuz. Les autres pays de la région, l'Irak, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, n'ont aucun moyen de contourner le détroit, donc leur production, leurs exportations sont effectivement à zéro. L'Iran, en revanche, ça exporte davantage, puisqu'évidemment l'Iran n'est pas à risque. Ces bateaux ne sont pas à risque, ils ne vont pas attaquer leurs propres bateaux. Donc, dans les faits, l'Iran exporte un tout petit peu plus qu'avant la guerre, mais évidemment, en perte nette, il n'y a pas vraiment de solution de repli. Donc, si la situation perdure, d'ores et déjà, on est autour de 250 millions de barils perdus en termes de production en cumulé. Si la situation perdure jusqu'à fin avril, on devrait être sur une perte de 600 millions de barils, donc ce qui est énorme, et 1 milliard de barils si ça continue jusqu'à début juin. Alors, évidemment, les États se préparent à tout cela. J'aimerais d'abord qu'on fasse une parenthèse avec Siavash Ghazi qui est avec nous depuis Téhéran. Bonjour Siavash. On a beaucoup témoigné ce matin des frappes qui se poursuivent malgré les propos de Donald Trump. La guerre, elle bat toujours son plein et Téhéran, je crois, en a fait les frais de nouveau aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle des répercussions économiques sur l'Iran qu'a cette guerre. C'est vrai qu'on a beaucoup dit depuis le début de ce conflit que la guerre allait assécher encore plus l'économie iranienne. Quand on y regarde de plus près, c'est un peu plus complexe que ça parce que le régime iranien finalement parvient à maintenir ses exportations de pétrole, on l'évoquait à l'instant, à leur plus haut niveau, et en l'absence de concurrence de ses voisins, et même en passe de doubler, dit-on, ses revenus tirés du pétrole aujourd'hui. C'est plutôt le cas. D'une part, bon, l'Iran exporte plus de 1 500 000 barils de pétrole par jour à un prix beaucoup plus élevé qu'au début, qu'avant la guerre. Donc, ce qui lui permet d'avoir plus d'argent. Donc, pour l'Iran, c'est une aubaine, bien sûr. On sait que les Américains ont levé les sanctions sur la totalité, ou en tout cas une partie du pétrole iranien, en tout cas sur la partie du pétrole iranien qui était sur mer. On sait que l'Iran exporte beaucoup de pétrole vers la Russie. Il y a beaucoup de navires pétroliers, pas de pétroliers, donc qui vont vers l'Asie, et là transverse le pétrole vers d'autres pétroliers, et donc ces sanctions ont été levées par les États-Unis. On dit même que les États-Unis ont levé toutes les sanctions ou suspendu toutes les sanctions sur la totalité du pétrole iranien parce que, comme cela a été dit à l'antenne, l'Iran est le seul pays pour l'instant du Golfe Persique qui peut exporter son pétrole. Donc ça, c'est une aubaine pour l'Iran. Et ensuite, il y a donc cette décision du Qatar qui s'est désengagé de la coalition américano-israélienne, puisque le Qatar a accepté, selon des sources que j'ai pu interroger ici à Téhéran, le Qatar a accepté de remettre et de verser à l'Iran quelques 6 milliards d'euros de capitaux d'argent qui étaient bloqués dans ces banques, les capitaux iraniens. Ces 6 milliards avaient été au départ bloqués en Corée du Sud, et il y a 3 ans à peu près, avec un accord intervenu entre l'Iran et les États-Unis. Donc cet argent a été transféré vers le Qatar, et l'Iran devait en bénéficier. Et de nouveau, l'administration américaine à l'époque avait bloqué cet argent. Eh bien, il y a une semaine, le Qatar a accepté d'envoyer cet argent en liquide, en cash, vers le Pakistan, et le Pakistan qui a remis cet argent à la Banque centrale iranienne, et désormais cet argent se trouve à la Banque centrale iranienne. Et en plus de ces 6 milliards, il y a 300 millions d'euros de commissions, d'intérêts, parce que cet argent avait été bloqué pendant 3 ans dans les banques qatariotes, et donc le Qatar a fait un geste supplémentaire en remettant à l'Iran 300 millions d'euros d'intérêts, ce qui explique en partie qu'on voit une remontée, une revalorisation de la monnaie iranienne par rapport au dollar sur le marché intérieur. Merci beaucoup Siavash en direct donc de Téhéran pour nous. Humayun Falakchahi,
Pour résumer le propos, l'Iran a augmenté ses recettes aujourd'hui liées au pétrole. C'est assez contre-productif quand on monte aux origines de ce conflit, anéantir le régime de la République islamique, non ? Oui, je pense que c'est vraiment le paradoxe de cette guerre, c'est que d'un point de vue exportation de pétrole, l'Iran est le seul pays de la région qui, de fait, exporte davantage durant la guerre qu'avant la guerre. Avant le début de la guerre, je pense que beaucoup de spécialistes étaient sceptiques sur le fait que l'Iran puisse déjà fermer le détroit. Maintenant que c'est fait, il y a encore plus de surprises sur le fait que l'Iran puisse lui-même exporter davantage. Donc c'est vraiment le paradoxe. On a plus d'exportation. De l'autre côté, les prix ont augmenté, les prix internationaux, mais aussi les prix du pétrole iranien. De fait, avant la guerre, était vendu avec un rabais important, puisque le pétrole était sous sanction. On était sur un rabais d'environ $10 en dessous du prix international du Brent. Aujourd'hui, on est sur un prix qui est au-dessus du Brent. Et c'est aussi parce que les États-Unis eux-mêmes, pour justement limiter la hausse des prix du pétrole, ont enlevé temporairement, ils ont supprimé les sanctions sur le pétrole iranien. Donc l'Iran, en fait, aujourd'hui, exporte son pétrole de manière, non sanctionnée à la Chine, mais aussi désormais, avant, donc c'était le cas à 100% à la Chine, mais désormais, c'est aussi vers l'Inde, potentiellement vers la Corée du Sud. Et le dernier point, en revanche, c'est que toute la hausse ne va pas dans les poches de l'État iranien, puisque le pétrole est vendu souvent en utilisant des sociétés écrans, des sociétés qui sont pour la plupart liées aux gardiens de la Révolution. Et en fait, la très forte hausse du prix, elle bénéficie principalement à ces sociétés-là. C'est exactement le même cas avec la Russie, qui sont de près ou de loin liés aux gardiens de la Révolution, mais toute la hausse ne revient pas à l'État, au gouvernement iranien. Voilà, d'où l'explication que l'économie iranienne est toujours en grande difficulté aujourd'hui. On entendait tout à l'heure en direct Emmanuel Macron depuis Tokyo dire aux côtés de la Première ministre japonaise, on est totalement d'accord sur le fait de rétablir au plus vite la libre circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Je crois qu'il y a une trentaine de pays qui planchent à cette question-là de comment sécuriser le détroit d'Ormuz. Les États qui sont en train de redéfinir aussi un nouvel axe face à cette situation de crise énergétique. Les États qui, évidemment, se mobilisent pour tenter de limiter l'impact de la hausse du prix du pétrole. C'est évidemment le cas notamment en France, comme nous l'explique tout de suite Rebecca Martin. Regardez. Opération escargot ce mardi à La Veuve, dans le nord-ouest de la France. Chauffeurs routiers et agriculteurs sont venus crier leur désespoir face à la flambée des prix des carburants. La semaine dernière, le prix du gazole a atteint son plus haut niveau depuis 1985. On est né en grosso modo à 60 centimes d'augmentation. Et nous, dans le transport, on marge à 2%. 2,5%. Donc la marge, elle est déjà grignotée. Donc ça commence à dire licenciement, arrêt. Transport, mais aussi industrie, pêche et agriculture conventionnelle. Tous les secteurs de l'économie sont impactés. Ce vendredi, le gouvernement a annoncé un plan d'aide de près de 70 millions d'euros pour les plus touchés. Mais pour autant, Bercy annonce que ces mesures ne peuvent être que ciblées et temporaires. La France doit sortir de sa dépendance aux hydrocarbures et à leurs dérivés et se tourner toujours plus vers l'électricité. Aujourd'hui, si vous mettez en place des mesures générales, ça va vous coûter beaucoup d'argent et ce sera sans doute très peu efficace. À l'échelle européenne, les États réagissent en ordre dispersé entre blocage des prix et mesures fiscales. Mais pour le commissaire européen en charge de l'énergie, l'UE n'a pas d'autre choix que de réduire sa consommation d'hydrocarbures. Il ne faut pas se faire d'illusions et croire que les conséquences de cette crise sur les marchés de l'énergie seront de courte durée. Elles ne le seront pas. Nos mesures doivent être ciblées, temporaires et éviter toute aggravation du déséquilibre actuel entre l'offre et la demande. Outre une baisse temporaire des taxes sur l'électricité, Bruxelles suggère aux États membres de mettre en place des mesures de réduction de la consommation de carburant, comme la baisse de la vitesse sur l'autoroute, le recours au télétravail, au covoiturage ou au transport public, ou encore de choisir le train plutôt que l'avion. Voilà, il y avait une réunion gouvernementale qui était organisée autour de Sébastien Lecornu ce matin avec, après ces annonces, déjà effectivement limitées aux secteurs qui sont le plus impactés aujourd'hui, mais cette question de comment limiter l'impact sur la population alors qu'on est quand même sur un terrain de grogne sociale qui ne fait qu'aller crescendo. C'est compliqué là pour les États. On parle de la France, mais c'est le cas dans à peu près tous les pays aujourd'hui.
Oui, je dirais même que la France et l'Europe, dans une certaine mesure, sont moins impactées, notamment que les économies en Asie. C'est vrai que jusque-là, au début de la guerre, on avait plutôt des leviers d'action sur l'offre. Donc on a eu par exemple un déstockage des stocks stratégiques de pétrole de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, 400 millions de barils au total. On a eu d'autres mesures comme du coup la suspension des sanctions sur la Russie, sur l'Iran. Donc ça permet de libérer un peu plus de pétrole sur le marché mondial. Mais désormais, en effet, il faut aller davantage vers des leviers d'action sur la demande. Donc pour le moment, on est encore sur des mesures assez temporaires. Donc par exemple, la France pousse les distributeurs à, de manière volontaire, limiter, plafonner les prix des carburants. Mais si la crise dure, et en fait, on voit déjà, d'ores et déjà, c'est le cas dans des pays de la zone asiatique, par exemple, on est déjà dans des mesures plus drastiques, assez similaires à ce qu'on avait vu durant le Covid, la crise du Covid, par exemple, avec l'instauration forcée du télétravail un certain nombre de jours par semaine. Par exemple, les Philippines sont passées à 4 jours par semaine. Le Sri Lanka, tous les mercredis, c'est un jour de télétravail forcé également. Donc, plus la crise va durer, plus on devra se tourner vers ce genre de mesures-là. Mais encore une fois, on devrait le voir davantage en Asie qu'en Europe. C'est le long terme qui fait peur, évidemment, sauf que quand même en Europe, il y a l'inflation galopante. Alors 2,5% en moyenne pour la zone euro, 1,7% pour les Français qui sont le plus épargnés pour le moment, notamment avec l'Italie. Il y a l'AIE qui a diffusé 10 conseils, des recommandations. On va peut-être les voir ici pour réduire notre dépendance au pétrole, parce que c'est de ça dont il est question aujourd'hui. On est complètement dépendant des hydrocarbures, du pétrole, entre autres. Il y a la réunion gouvernementale, à l'issue de ce rendez-vous, la porte-parole du gouvernement a dit que l'équipe Lecornu était prête à des mesures pour réduire justement la consommation d'énergie en cas de problème sur le long terme. C'est vers ça vraiment qu'on se dirige ? Si la crise dure, si la guerre dure encore quelques semaines, voire évidemment quelques mois, je pense qu'on ne pourra pas y échapper, parce qu'encore une fois, il n'y a aucun moyen de remplacer ce pétrole qui provient du Golfe Persique et qui passe par le détroit d'Ormuz. Encore une fois, pour l'instant, ce n'est pas le scénario privilégié par les marchés. Les marchés ont l'impression que la guerre va s'arrêter d'ici quelques semaines. Elle se repose quand même sur les propos de Donald Trump, qui est complètement imprévisible, qui dit tout et son contraire. Donc ça vaut ce que ça vaut, vous êtes d'accord ? Oui, c'est vrai, totalement. C'est vrai. Après, je pense que personne ne sait exactement ce qui est décidé. C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est complètement imprévisible. Les recommandations, on les voyait à l'écran. 10 conseils, plus de télétravail, baisse de la vitesse sur l'autoroute, des vols d'affaires. Bon, l'idée est plutôt noble, mais est-ce que tout ça, ça va nous suffire à faire face à une vraie crise énergétique demain ? Alors ça aide évidemment. Il y a aussi, on peut cuisiner l'électricité plutôt qu'au gaz. Oui, faut-il avoir des plaques électriques, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça va pas impacter tout le monde de la même manière, mais on commence à voir déjà en Asie, par exemple, des rationnements de diesel. On voit il faut désormais une carte. Vous avez une limite sur le nombre de litres que vous pouvez acheter, tout simplement. C'est du rationnement. C'est du rationnement, exactement. Donc ça, c'est vraiment des mesures, je dirais, de court terme. On augmente les subventions aussi, du coup, en limitant, en plafonnant les prix. Mais ça, c'est des mesures de court terme qui, encore une fois, sont sur la même longueur d'onde sur le fait d'estimer que la guerre va s'arrêter d'ici quelques semaines. C'est pas vraiment des mesures structurelles, mais on pourrait voir d'autres types de mesures, comme par exemple la coupure des liaisons aériennes non essentielles. Se mettre en place. Je crois qu'il y a déjà certaines liaisons aériennes en Asie qui sont stoppées. Et il faut savoir que cette crise, elle impacte davantage certains produits raffinés que d'autres. Par exemple, l'automobiliste qui était dans le reportage disait que le prix du diesel avait beaucoup augmenté. Il augmente plus que l'essence. Oui, c'est ça, le diesel, le gasoil. Du diesel, oui, en effet. le regrette. Et ça, c'est surtout le cas parce que la région du Moyen-Orient exporte aussi beaucoup de diesel et de kérosène. Et l'Europe, d'ailleurs, même si elle est beaucoup moins impactée que d'autres régions, elle est très fortement impactée, notamment pour le kérosène, puisqu'elle a importé 40% de son kérosène en provenance du Golfe Persique. Et pour le diesel également, c'était une part importante. Alors que pour l'essence, c'est beaucoup moins important, puisqu'ils importent principalement en provenance d'Afrique de l'Ouest, voire ils sont en fait suffisants en termes les Européens sont suffisants en termes d'essence. Donc ça ne va pas impacter tous les produits, les prix des produits raffinés de la même manière. Vous disiez à l'instant, les marchés tablent quand même sur la fin de la guerre, et c'est le meilleur des scénarios assez rapidement. Je vais poser la question à l'inverse. Si ça durait, ça s'installait dans le temps, combien de temps on aurait avant de devoir, avant d'être contraint de réfléchir à des mesures de fond plus structurelles? Alors nous, on estime que d'ores et déjà, on a perdu 250 millions de barils de pétrole avec cette guerre. On devrait atteindre les 600 millions
à la fin du mois d'avril. L'AIE a pris la décision de faire un déstockage de 400 millions de barils. Donc, on sera déjà au-dessus de 400 millions à partir de la mi-avril. Ça, c'était au tout début de la crise, en plus, cette décision. Oui. Donc, l'AIE pourrait en fait déstocker davantage. L'AIE, ils ont déstocké 400 millions. Ils ont 1,2 milliard de barils de réserve. Donc, c'est un tiers. Ils pourraient déstocker davantage. On pourrait faire un autre tiers, par exemple, ce qui pourrait nous faire gagner encore à peu près un mois. Donc, on a encore des leviers d'action qui deviennent de plus en plus limités, évidemment, dans le temps. Mais on a encore quelques leviers d'action qui pourraient limiter les dégâts sur, je dirais, un horizon de 2-3 mois. En revanche, si la crise dure, si la guerre dure plusieurs mois, plus de 2-3 mois, là, sur l'offre, on n'aurait aucun vraiment levier d'action qui pourrait structurellement changer la donne. Et donc, il faudra, en fait, on retournera sur une période assez similaire à celle du Covid, ce qui était vraiment invraisemblable il y a encore quelques semaines. Mais encore une fois, je pense que les risques, la probabilité que la guerre dure quelques mois, alors évidemment je ne suis pas dans la prise de décision de la Maison-Blanche, mais je pense qu'elle reste assez faible. Actuellement, j'ai l'impression que les États-Unis veulent quand même sortir de cette guerre. D'un point de vue militaire, les Iraniens sont quand même très impactés. Je ne sais pas s'ils peuvent encore tenir le coup plus de 4 semaines. Merci beaucoup Humayoun Falakchaï. Merci d'avoir été l'invité de l'info du jour. On verra ce soir si Donald Trump précise ou pas cette intention de vouloir mettre fin au conflit. Restez évidemment avec nous dans quelques instants. Ce sera le journal de Paris Direct. À tout de suite.